Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode NFL hebdomadaire du podcast de The Free Agent où aujourd'hui, bien entendu, on va parler de la Week 2 et des matchs qui se sont déroulés entre jeudi et hier soir. Et pour ça, on a un petit invité aujourd'hui. Il a eu la gentillesse de parler de nous dans une de ses vidéos YouTube pour parler des podcasts qui parlaient de NFL. Et aujourd'hui, il est parmi nous, parmi ce podcast dont justement il a parlé. C'est Jack de la chaîne YouTube Foot US de A à Z. Bonjour Jack, bienvenue pour ta première avec nous. Salut Charles et merci pour l'invitation et bonjour à tous. Et puis, comme d'habitude, notre MVP et fan numéro 1 en France, il tient le fan club, ça y est, je crois que le site internet doit être ouvert, de Justin Herbert. Damien, comment tu vas? Salut Charles, salut Jack, salut à tous les membres de notre cher fan club de Justin Herbert. Bon, on parlera peut-être de Herbie un peu plus tard, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à cette deuxième semaine de NFL. Déjà, le temps passe déjà très très vite. On a eu droit, je pense que vous serez d'accord les gars, à encore de très beaux matchs. On va dire une première partie de Red Zone assez tendue, assez pauvre en termes de points, et une deuxième partie de soirée complètement folle avec plein de points, avec en point d'orgue ce duel entre les Chiefs et les Ravens qui a donné lieu à un match absolument fantastique, notamment du MVP qu'on a choisi, nous, pour cette semaine, Lamar Jackson. Mais aujourd'hui, on va peut-être parler de deux équipes en particulier, parce que c'est deux équipes qu'on n'attendait peut-être pas forcément là. Alors, ça fait que 2 semaines de compétition, bien entendu. Mais on ne s'attendait pas à voir les Raiders et les Panthers à ce niveau-là. On va commencer par les Panthers, parce que les Panthers donc, ont battu les Saints cette semaine. Les Saints qui avaient mis une raclée aux Packers. Donc, on s'attendait à ce que Jameis Winston et toute la hype du coup qui s'était mise autour de lui se poursuivre durant cette semaine. Et puis, non, en fait. Christian McCaffrey et Sam Darnold ont eu raison des Saints, Damien. Ça joue bien du côté de Carolina. Ouais, ça joue très très bien. C'est une équipe qui est au final très équilibrée en attaque. Le retour de Christian McCaffrey fait énormément de bien à cette équipe de Carolina. Tout va bien pour Sam Darnold qui a l'air tout à fait vraiment intégré dans cette équipe. Et puis bon, il y a tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'avec Christian McCaffrey à ce niveau-là à côté de lui, évidemment, ça l'aide à évoluer. J'aime beaucoup leur défense, j'aime beaucoup la pression qu'ils mettent avec leur défense et qui leur permet d'être beaucoup plus tranquille derrière. Ça s'est vu contre les Saints. C'est une équipe vraiment très intrigante et très intéressante pour la suite de la saison. Et toi, Jack, comment tu les trouves un petit peu ces Panthers? Parce que, comme je l'ai dit, on pouvait s'attendre à ce qu'ils remportent leur premier match, mais le deuxième, les Saints étaient donnés favoris, pas de beaucoup, mais ils étaient quand même donnés favoris. Alors déjà les Panthers c'est une équipe que j'adore parce que c'est vraiment une équipe qui bagarreuse quoi. C'est vraiment ils ont des gars, ils rentrent dedans, peu importe ce qu'ils ont, ils se battent bec et ongle. Déjà la saison dernière, bon ça n'a pas donné beaucoup de résultats, mais là cette année c'est assez prometteur. Par contre, petite précision, il me semble que les Saints avaient eu plusieurs cas de Covid au niveau de leurs entraîneurs. Alors peut-être c'est possible que ça a affecté le jeu. Ça a pu, effectivement, je crois qu'il y a quelques coordinateurs qui étaient out pour. Je crois justement celui des running et des receveurs, il me semble qu'ils étaient out justement. Donc, quand tu vois les résultats, quand vous voyez les résultats qu'ils ont eu au niveau des yards lancés et tout, ça a été assez catastrophique. J'ai même pas souvenir d'avoir vu de telles stats au niveau des Saints. Oui, Jamie s'est complètement retombé de son petit nuage à la suite de son premier match. Oui, Damien, vas-y. Oui, je suis vraiment d'accord pour le coup avec ce qu'a dit Jack. C'est vrai que j'ai eu l'impression la saison dernière que les Panthers avaient montré des choses positives, mais qu'au final, le résultat n'avait pas reflété, si tu veux, ce qu'ils avaient montré sur le terrain.
Et c'est en train d'être reflété maintenant avec évidemment le retour de Christian McCaffrey qui aide, mais quand même, je trouvais que la défense avait montré des choses vraiment très intéressantes, très solides, comme tu dis, très dur sur l'homme. Et c'est en train de payer maintenant. Ils ont un match de troisième semaine contre les Texans, donc je pense qu'ils vont être à 3-0 cette semaine. Donc ça commence bien. Ils ont un bon momentum, ils ont tout ce qu'il faut pour le bâtir, donc c'est très intéressant. Attention Damien quand même. Pardon. Vas-y. Je vais dire attention Damien quand même parce que les Texans, c'est un peu l'équipe underdog de l'année, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, je les ai classés comme ça. Il y a quand même pas mal d'expérience et ils sont assez rentrés dedans aussi. Donc, attention, méfiance cette année avec les Texans tout de même. Ils ont déjoué tous nos pronostics. Ah oui, je te confirme. On s'est tous fait avoir. Oh, oui. Et ils ont montré aussi de belles choses face aux Browns, les Texans, mais ils seront privés de leur quarterback, Damien. Oui, il n'y aura pas donc Tyrod Taylor, c'est Davis Mills, l'ancien de Stanford, qui le remplace. C'est un quarterback qui a été un petit peu oublié à la draft. Il est sorti au 3e tour. Il a été récupéré donc par les Texans. Et c'est un quarterback très intéressant, très mobile, assez intelligent. Donc on verra s'il arrive à mettre en place ce jeu du coup en NFL parce que c'est son grand début. Ce sera un gros début pour lui quand même parce que comme tu le dis, voilà, cette équipe des Texans, elle a un gros impact. J'aime beaucoup le jeu de course des Texans. Je trouve qu'ils ont vraiment un très bon mélange avec Lindsay et Mark Ingram qui fait qui marche très très bien et qui permet au final de bien reposer l'attaque. Ça sera intéressant aussi, mais j'ai hâte de voir Davis Mills, un quarterback que j'aime bien et qui je pense pourrait surprendre pas mal le monde de la NFL. Réponse dès jeudi pour ce Thursday Night Football entre du coup les Panthers qui, je crois, je vous dis ça, oui, sont donnés favoris avec 8 points d'avance quand même, donc au moins un touchdown d'écart pour cette rencontre. L'autre équipe, Jack, dont on va parler aujourd'hui, ce sont les Raiders. Enfin, incroyable. Pour le coup, j'ai pas trop je sais pas trop quoi dire là-dessus parce que ça y est, on dirait que la mayonnaise a pris et qu'ils ont enfin trouvé un moyen à la fois défensivement et offensivement d'être une vraie force et d'aller battre les Steelers à Pittsburgh après que les Steelers aient aussi réalisé un bel exploit en allant battre les Bills à Buffalo. Il va falloir commencer à prendre ces Raiders plutôt au sérieux, non? Personnellement, j'ai envie de te dire que les Raiders, c'est une surprise, oui et non. C'est une équipe, des fois, tu te dis, quand tu vois le recrutement, tu te dis, mais ils sont complètement cinglés. Et pourtant, tu te dis, c'est soit le génie, soit la folie. C'est en fait ce qui les détermine le mieux. Moi, j'ai envie de te dire, ouais, franchement, tu vois, quand même, il y a eu pas mal d'ajouts défensifs au niveau Raiders. Tu as quand même un top quarterback dans l'équipe, Derek Carr, 28 sur 37 lors du dernier match, 382 yards, 2 TD. Face à une défense des Steelers quand même qui est une des top de la ligue. Moi, je dis chapeau, quoi. Mais c'est une équipe effectivement qui est en train de confirmer, qui est en train de surprendre. Et déjà l'année dernière, je sais qu'ils avaient fait quelques matchs assez accrocheurs, notamment qu'ils avaient battu les Chiefs en saison régulière. Donc non, franchement, c'est, je vais dire, une demi-surprise, quoi. Une demi-surprise. Damien, ton avis sur ces Raiders et juste avant que tu prennes la parole, cette passe lumineuse de Derek Carr en fin de rencontre pour donner un avantage plus conséquent qui était juste parfaite, quasiment sur un pied, il est complètement déséquilibré, il arrive quand même à trouver son receveur, donc chapeau Derek. Donc Damien. Ouais, pour le coup, c'est clair, chapeau Derek, parce que on a envie de dire enfin pour Derek Carr, parce que je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est un excellent quarterback, mais il y avait toujours cette question de est-ce qu'il va réussir à porter ses Riders, est-ce que les Riders vont réussir à mettre en avant Derek Carr? Là, il y a tout qui va bien en attaque. J'aime beaucoup son ascension avec Henry Ruggs. Pour le coup, j'ai l'impression que c'est l'échantillon, si tu veux. Ils ont pris dans un laboratoire, dans une petite éprouvette, le match contre les Chiefs. Et ils sont en train de l'agrandir. Maintenant, ils le diffusent sur toute la saison. Et en fait, ils ont
ce niveau de jeu qu'ils avaient affiché contre les Chiefs, offensivement, vraiment cette capacité à marquer, à faire des big plays, à être vraiment, vraiment incisif. Et ils étaient sans Josh Jacobs contre les Steelers. Donc, alors que c'est un running back qui apporte énormément d'habitude aux Riders. Donc, c'est vraiment une performance très impressionnante. Ils sont en tête de l'AFC West avec les Broncos. Au final, c'est pas du tout l'ordre qu'on avait imaginé, en tout cas certainement pas moi. Et dans mes rêves les plus doux, je n'avais pas imaginé ça. C'est un cauchemar terrible. Non, je plaisante. C'est largement mérité pour les Riders. Et en plus, ils jouent le Monday Night Football donc à Vegas et ils traversent tout le pays pour aller jouer à Pittsburgh. Dans la même semaine, c'est vraiment incroyable. Niveau logistique, il faut penser à tout ce qu'ils ont dû faire dans une semaine et afficher ce niveau-là contre la défense de Pittsburgh, c'est incroyable. Et encore, il manquait Yannick Ngakoue en défense. En plus, tout à fait. Tout à fait. Donc les Raiders, ils font partie de ces équipes qui restent invaincues. Il y en a plus que 7 des équipes invaincues. Et nos chers Raiders recevront les Dolphins dimanche prochain. Dolphins qui seront peut-être sans Tua Tagovailoa qui a quelques petits hématomes au niveau des côtes après avoir été un petit peu chatouillé par la défense des Bills. Donc de ces équipes, je vais vous poser la petite question. Parmi les équipes, dont je vais vous faire la liste là tout de suite, ces équipes qui sont invaincues encore après la semaine 2, il nous reste les Cardinals, les Panthers, les Broncos, les Rams, les 49ers, les Raiders et les Buccaneers. Pour vous, et je vais te demander à toi, Damien, quelle sera la dernière qui sera invaincue parmi ces 7-là? Je vois bien les Cardinals être la dernière invaincue parmi cette liste parce que eux, clairement, ils ont fait un bond monumental par rapport à la saison dernière. Il y avait largement de quoi être optimiste. C'est pas passé loin. Bon, leur défense, c'est pas encore totalement ça. Mais ils gagnent des matchs et c'est l'essentiel. Ils ont fait une démonstration offensive pour leur premier match. Ils ont livré un combat épique contre les Vikings et ils sortent vainqueurs. Et du coup, pour le coup, les Vikings qui ont livré 2 gros combats en 2 matchs et qui perdent de justesse. Non, je crois que cette équipe des Cardinals sera celle qui restera invaincue. En plus, les Bucks jouent contre les Rams la semaine prochaine, donc voilà, ça va être un peu compliqué peut-être. On verra. Je pense que ça le sera, mais il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit compliqué, vu la défense des Rams et leur attaque. Je suis assez d'accord là-dessus. Les Cardinals et Kyler Murray me font une impression complètement folle. Ce mec est sorti il sort de Madden. De courir comme ça, de pouvoir lancer alors qu'il n'est pas du tout les épaules sont pas tournées comme elles devraient être et il arrive à trouver que ce soit Kirk ou d'autres ou Hopkins ou autres, c'est juste phénoménal. En plus, les Cardinals jouent contre les Jaguars lors de la 3e semaine. Donc, ça devrait passer. À mon avis, voilà, il devrait être à 3-0. Il devrait être à 3-0. Et pour toi, Jack, du coup, parmi ces 7-là, laquelle tu vois invaincu en dernier? C'est dur à dire, mais bon, c'est vrai que quand tu regardes le calendrier, déjà, les Cardinals, je pense qu'ils vont l'emporter cette semaine. C'est quasi sûr, on va dire. Après, c'est vrai qu'il y a The Big Day entre les Buccaneers et les Rams. Ouais, je pense que je vais vous rejoindre. Je vais rester sur les Cardinals parce que c'est vrai que moi aussi, c'est ma hype de la saison, quoi. J'adore ce qu'ils font, même leur rookie receveur là qui a fait un super match, quoi. Non, franchement, top. Ils me font vraiment triper. Ces gars et je les adore, quoi. Oui, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit tous les deux, les Rams et les Buccaneers s'affrontent. Donc déjà, il y en a une des deux qui nous sera… Alors, à moins qu'ils nous sortent un match nul. Bon, j'ai je pense pas doutes. quand même pas, quoi. Les 49ers jouent les Packers de mémoire. Ouais. Donc là aussi, ça va être un sacré match.
Alors, on a parlé des Panthers, on a parlé des Raiders et on a un petit peu parlé des Cardinals. Parmi tout le reste, qu'est-ce qui vous a, Jack, si tu peux me donner un autre truc qui t'a bien fait kiffer pendant cette semaine. Donc, on part de jeudi jusqu'à hier soir. Alors, moi, je pensais notamment au match entre les Seahawks et les Titans. Franchement, je l'ai regardé et au début, jusqu'à la fin du troisième quart quasiment, pour moi, c'était bon, c'était plié. Seahawks en force, sans problème. Et il y a un certain Et monsieur non. au sol qui a tout massacré, quoi. Franchement, je crois que c'est 180 yards qu'il a fait, 3 touchdowns. Il est de retour, quoi. Le C'est... roi est de retour. Oh oui, oui. Franchement, c'est un bulldozer, ce gars. Mais par contre, ce qui m'inquiète, d'ailleurs, côté Titans notamment, c'est leur défense, quoi. Il n'y a personne. C'est le vide, c'est le néant. Ouais. Ouais. Alors, pour Derrick Henry, c'est bien ça, c'est 182 yards au sol et 55 en réception sur 35 portées, donc 5,2 yards par portée et 3 touchdowns, dont le plus long, pas le plus long, mais la plus longue course à 60 yards. Oui, les Titans, oui, ils ont bien rebondi après. Après être passé complètement à travers du premier match. Les Seahawks, ouais, se sont fait un petit peu avoir parce que ils étaient bien devant pourtant et puis ils ont laissé filer cette rencontre. Oui, Damien. Oui, je suis aussi très inquiet pour les Titans parce que la défense, c'est pas nouveau, c'est aussi c'est quelque chose qui est mine maintenant depuis plusieurs saisons. Et il s'est rien passé durant l'intersaison pour que ça s'améliore. Au contraire, il y a vraiment rien qui indique que ça va s'améliorer. Et ils ont cette équipe qui est pleine de capacités, puisqu'ils ont Derrick Henry qui est, je pense qu'on est d'accord, c'est le meilleur running back de la ligue, en tout cas un des tout meilleurs. Oui. Il est pas, voilà, il est pas comme les autres. Les autres sont excellents, lui, il est pas comme les autres. Mais et non, la défense, ils ont cette capacité en play action du coup qui est terrible parce que Ryan Tannehill est très bien pris dans ce système. Ils ont deux excellents receveurs, mais non, ils ont cette défense qui pourrait leur permettre de réussir et ils améliorent rien. Alors qu'ils sont dans une division qui peuvent gagner sans aucun problème. Enfin, je comprends pas pourquoi cette gestion de la défense des Titans qui est inquiétante et qui les empêchera d'avancer parce que il y a des défenses qui sont largement meilleures dans la l'AFC et c'est vraiment pas compliqué à trouver. Et ça va l'éliminer par rapport aux autres, hein, comme chaque année. Les Titans, la semaine prochaine, c'est contre les Colts à domicile. Ils sont donnés favoris et effectivement, l'absence plus que probable de Carson Wentz avec ses deux chevilles foulées devrait leur permettre peut-être bien de s'en sortir sur ce match-là. Après, on peut l'excuser quand même parce qu'il s'est fait un peu écraser par Aaron Donald, il me semble. Oui. Aaron n'a pas été, il n'y a pas été de main morte sur l'action où il lui foule les deux chevilles. Mais on le sait, Carson Wentz est aussi un peu fragile physiquement. Les blessures, c'est un peu son lot quotidien et c'est dommage parce que les Colts misaient beaucoup et on l'avait mis dans nos previews avant la saison. Il avait tout pour réussir parce que les Colts avaient déjà Frank Reich et puis une défense qui avait fait ses preuves et qui avait réussi à emmener Philip Rivers en playoff l'année dernière. Donc, a priori, il y avait de quoi faire et puis l'attaque était au niveau aussi. C'est pas le début de saison rêvé pour les Colts. Et toi, Damien, le truc que tu retiendrais de ce week-end? J'essaie d'en avoir un, mais j'y arrive pas parce que j'en ai deux en fait. La défaite des Chargers? Le premier est lié à la défaite des Chargers. C'est la performance d'Ezekiel Elliott contre les Chargers parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu à ce niveau-là, aussi élusif, aussi rapide, aussi incisif. Il était inarrêtable, tout simplement. Et ça me fait très plaisir de le voir à ce niveau-là. Et c'est très bien parce que les Cowboys auront besoin de lui. Ils peuvent pas se reposer à ce point sur Dak Prescott comme ils l'ont fait au premier match. C'est pas possible.
avec l'histoire évidemment, en plus avec de la blessure, trop poussé sur lui, c'est une catastrophe. Et donc cette équipe a vraiment toutes les capacités pour réussir. Et il fallait un petit peu que Mike McCarthy se décide à utiliser Ezekiel Elliott. Et il l'a fait, et ça a très bien marché. Donc je pense que c'est quelque chose qu'ils continueront à faire. Et l'autre chose, c'est la défense des Bears. J'ai été mais alors, impressionné. Bon, on le sait, c'est leur force numéro un, mais elle a dévoré Joe Burrow pendant quasi toute la première moitié du match, avec 3 interceptions. Il n'existait pas, c'était vraiment effrayant. Et maintenant, donc, Andy Dalton est blessé, donc ce sera certainement Justin Fields. Ça n'a pas été encore annoncé, mais bon, on verra. Bon, il n'a pas fait une entrée en jeu extraordinaire non plus, mais bon, il peut faire largement mieux que ce qu'il a fait quand il est entré en jeu avec les Bears. Bon, avec cette défense-là et Justin Fields, franchement, ça peut être vraiment impressionnant pour les Bears. Ouais, tu l'as bien souligné, les Bears, ça a été pendant 3/4 temps, et le dernier, ça a été très, 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 très dur. Ils ont bien failli laisser filer le match, à mon grand désarroi, parce que j'avais mis les Bengals vainqueurs pour ce match-là. Bref. Si on revient sur les Cowboys, je ne sais pas si les gars vous avez vu ça, et si vous, auditeurs, vous l'avez vu aussi, mais c'est la gestion de l'horloge par McCarthy, plus que douteuse, et son explication en conférence de presse. C'est un peu du grand McCarthy, ça. Hein. Ah oui, mais tu sentais le mensonge à des kilomètres, quoi. Il puait le mensonge. Donc pour les auditeurs qui ne l'auraient pas vu, les Cowboys ont la balle en fin de match. Ils sont à égalité. Il y a 17 partout avec les Chargers. Il reste 1 minute à jouer. Et en deuxième tentative, il lance, alors je ne sais plus si c'est Ezekiel Elliott, mais en tout cas, il décide de jouer la course pour essayer de gagner le premier down. Chose ratée. Troisième tentative, il leur reste 4 yards à faire, et ils sont au niveau des 40-45 yards faciles. L'horloge continue de tourner. On voit Dak Prescott qui tape dans les mains pour appeler le jeu et pour le jouer. Et puis, à 4 secondes, McCarthy décide de prendre son dernier temps mort et de tenter un field goal, du coup, de 56 yards pour remporter le match. Chose un peu inexplicable, parce que le kicker des Cowboys n'est pas c'est pas l'assurance tout risque au niveau des. Bon, je pense que il est sans doute aussi bon que celui des Vikings, mais c'était pas forcément le choix, le premier choix qui aurait été pensé. Et en conférence de presse, McCarthy a bien entendu été interrogé sur cette gestion du temps qui a un petit peu étonné tout le monde. Et il a lancé un mytho, mais monumental, en parlant du fait qu'il n'y avait pas assez d'horloges dans le SoFi Stadium. Donc, on parle d'une enceinte qui vaut plusieurs milliards et qui a été conçue pour la NFL. Et donc, il y a un écran géant à 360, donc il y a des horloges partout. Et McCarthy, en conférence de presse, commence à divaguer en parlant des horloges, etc. Bref, un grand moment, comme tu l'as dit, Jack, vraiment du McCarthy. C'était tout craché, c'était assez délirant. Moi, pour ma part, ce que je retiens, c'est ce match entre les Patriots et les Jets, pour 2 raisons. La première, c'est cette espèce d'immunité qu'on donne à Mac Jones. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Vis-à-vis de ses performances. Alors, les Patriots ont gagné 25-6, il n'y a pas de problème. Par contre, si je ne dis pas de bêtises, c'est 0 touchdown lancé par Mac Jones et 186 yards. Alors, c'est du 22 sur 30 à la passe, c'est très bon. C'est très bon. Par contre, je vais vous demander votre avis. Est-ce que, si ça avait été Cam Newton à la place,
tout le monde ne lui serait pas tombé dessus en disant que sa performance avait été complètement nulle et que il était loin de son niveau d'avant chez les Panthers, etc. Alors que là, comme c'est Mac Jones, c'est un peu super perf, quasiment 75% de réussite, il trouve ses receveurs, etc. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un petit peu de complaisance vis-à-vis de Mac Jones? Personnellement, j'ai envie de te dire, Mac Jones, c'est vraiment le profil type, le quarterback type pour les Pats. Après, il faut pas oublier aussi que c'est un rookie, donc c'est à prendre aussi en considération et que ses meilleures cibles aussi, ce sont surtout des tight ends. Enfin, moi personnellement, je trouve que les deux Oui. tight ends qu'ils ont, ils sont vraiment très très bons, donc je pense qu'ils s'axent essentiellement sur eux. Donc ouais, j'ai envie de lui laisser du temps quand même, pour l'instant. Parce que oui, c'est propre, c'est du Pats, quoi. Que ce soit en attaque ou en défense, c'est du Pats, quoi. Ouais, C'est, complètement. ça colle parfaitement, quoi. Il a un peu il a le profil pour l'attaque de Belichick et je remets pas en question ça, hein. Le football américain, c'est du gagne-terrain aussi. Il faut aller chercher les premières tentatives et c'est ce qu'il arrive à faire. Maintenant, j'ai un peu l'impression que effectivement, de par le fait qu'il soit rookie, qu'il soit aux Patriots et que il remplace aussi Cam Newton qui a pas fait une première saison de dingue, on soit un peu plus complaisant par rapport à d'autres et à celui dont je veux parler ensuite, où là aussi, je te demanderai ton avis, Damien, c'est Zach Wilson, le pauvre Zach Wilson, qui lance 4 interceptions. Mais à un moment donné, est-ce que Robert Saleh pouvait pas le sortir et le protéger un petit peu? Ouais, c'est compliqué. Je pense aussi que il y a beaucoup de patience envers Mac Jones, c'est normal, c'est un rookie. Et comme tu dis, si c'était Cam Newton, bon, Cam Newton, c'est plus un rookie, c'est sûr. Ça serait, oh là là, c'est pas un quarterback, il sait même pas passer, à quoi il sert qu'à courir. Mais voilà, mais bon. Mac Jones a fait un premier match relativement solide contre la défense de Miami. Là aussi, c'est relativement solide. Il fait ce qu'on lui demande et je pense que c'est ce que Belichick voulait. Et donc, en ce sens-là, c'est très bien. Par contre, pour Zach Wilson, c'est une catastrophe. C'est sûr que je suis partagé sur le fait de le faire sortir parce que il est aussi là pour apprendre. Et donc, évidemment, il vaut mieux apprendre c'est dans les moments les plus difficiles qu'on apprend. Même si là, je ne sais pas s'il a retenu quelque chose de ce match, à part se faire ruiner certainement sa confiance en lui, même si j'imagine qu'il est. Pour arriver à ce niveau-là et avoir fait une carrière aussi solide au football universitaire. Et je pense qu'il a un mental d'acier, mais bon, c'est quand même jamais facile. Je suis partagé. Je ne sais pas s'il aurait fallu le faire sortir. Je pense que c'est une bonne leçon pour lui. Maintenant, c'est vrai que aussi, clairement, Belichick maîtrisait son match complètement. Et il faut pas non plus qu'il s'inquiète, Zach Wilson, parce que je pense que c'est pas le seul rookie quarterback qui a fait une performance mauvaise contre Belichick. Voilà, c'est un Non, dévoreur non. de, Ouais, c'est un de dévoreur de rookie. rookie. Oui, oui, Voilà. C'est presque Donc, habituel, bon, quoi. c'est ouais, ça. C'est une tradition, c'est une tradition. Et c'est- d'ailleurs, pour les interceptions, j'ai vu une stat sur ESPN. En termes d'interceptions après 2 premiers matchs, donc Trevor Lawrence et Zach Wilson sont à 5, je crois, chacun. C'est pas les pires. Et le seul qui est devant eux, bah, il a plutôt pas trop mal fini parce qu'il s'appelle Peyton Manning. Effectivement. il le dit tout le Voilà. temps en plus. Ouais, en plus, il a le record. Il me semble qu'il a le record d'interception C'est ça. pour un rookie quarterback. Donc effectivement, c'est pas rédhibitoire. Mais effectivement, moi, je me posais un petit peu cette question de bon, il le savait que le match était plié. Ils allaient pas. Belichick en plus le savait qu'il n'avait pas besoin de marquer beaucoup de points pour battre les Jets, et c'est souvent comme ça. Tous les matchs vont, je crois, sur les 6 derniers, il y en a 5 qui vont en dessous du total qui est prévu par les bookmakers. Donc, il le sait qu'il n'a pas besoin de beaucoup de points pour battre les Jets. Mais voilà, bon, c'était un petit peu la petite interrogation que moi j'avais par rapport à ce pauvre petit Zach Wilson, tout droit sorti de BYU, qui est encore classé dans le top 25 NCAA, BYU, et
et qui refait une saison correcte, non, Damien? Ah oui, une saison très, très, très correcte lorsqu'il y avait eu la Holy War contre Utah et qui s'était soldée en la faveur à la grande surprise générale en faveur de BYU. Donc, c'est deux campus qui sont en Utah. BYU, c'est à Provo et donc Utah, c'est à Salt Lake City. C'est à même pas une demi-heure. Vraiment, c'est très, très, très proche et la communauté mormone est très forte dans cette région-là. C'est pour ça que ça s'appelle la Holy War, donc la guerre sainte. Parce que ce sont des campus très religieux. À BYU, quand on arrive, on n'a pas le droit de boire de café, il faut se raser tous les jours. Enfin, je veux dire, c'est une université qui est financée et gérée par l'Église mormone, donc c'est vraiment quelque chose de très, très religieux. C'est très, très intéressant pour le coup. Et les Utes aussi, c'est évidemment l'influence religieuse des Mormons est très importante à Salt Lake City, vu que c'est là où il y a le temple, c'est vraiment le lieu de culte central. Mais voilà, c'est une université gérée par l'État et c'est pas pareil, quoi. Mais voilà, c'est deux campus très intéressants et donc c'est BYU qui est allé chercher à la grande surprise cette victoire. Voilà. C'était le petit point NCAA. On essaiera d'en faire un peu plus régulièrement aussi parce que c'est intéressant de voir les futures stars, les futurs joueurs qui arrivent en NFL l'année prochaine. Il y a eu des très beaux duels là pour les 3 premières semaines et je crois qu'il n'y a pas trop de grosses confrontations pour la week 4 qui commence vendredi. De mémoire, j'ai pas vu grand chose. Je crois que ce sera assez facile pour Georgia, pour Alabama aussi, pour les 2 premiers. Donc, devrait pas y avoir trop de surprises, trop d'upsets comme on a pu avoir pour les semaines précédentes, notamment les Ducks d'Oregon qui avait battu Ohio State. Oui, Damien. Oui, je me remets de cette pique terrible. Mais non, il y aura un excellent Notre-Dame contre Wisconsin qui sera vraiment à suivre de très très près ce week-end. Je vous encourage vraiment à regarder ce match. Et aussi Michigan contre Rutgers parce que c'est le début de la saison de Michigan dans la Big Ten. Et ils sont invaincus tout comme Rutgers. Donc ça va être. C'est jamais une équipe facile à jouer, Rutgers. Donc ce sera un match vraiment très intéressant à suivre. Très bien. Et ben voilà, comme ça, vous avez votre planning. Juste comme ça, comme on parlait de NCAA, ça me permet de parler de notre partenaire d'ESPN et du ESPN Player sur lequel vous pouvez suivre toutes les rencontres, un très très grand nombre de rencontres de NCAA, de MLB. Vous pouvez suivre les rencontres aussi de NFL qui sont diffusés sur ESPN. Vous pouvez les suivre aussi sur cet ESPN Player. C'est $79 par an. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à cet ESPN Player pour avoir un bel échantillon de matchs et de sport US parce qu'il y aura même le hockey dans les semaines et mois à venir. Voilà, on a terminé cette rétrospective de la 2e semaine. Merci Damien, comme d'habitude. Et puis merci Jack pour ta première parmi nous. Tu nous as confié être un petit peu stressé avant. J'espère que ça s'est bien passé, qu'on t'a pas martyrisé, ça va? Bah non, c'était top. Je vous remercie bien les gars, c'était vraiment sympa. Merci pour l'invitation en tout cas. Bah écoute, ça nous fait plaisir, tu reviens quand tu veux et merci à vous tous de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission et à très vite pour un nouvel épisode du podcast de The Free Agent.